Une bonne situation, ça fait apprendre rapidement nos joueurs et joueuses. Du coup, ils gagnent de l'estime et de la confiance. Une bonne situation, c'est ultra gratifiant parce que nous aidons nos joueurs et joueuses à atteindre leur objectif. Mais le problème, c'est qu'une situation ratée peut aussi changer le cours de nos séances et nous faire perdre toute crédibilité. Une situation mal construite va leur faire perdre du temps et risque de créer le fossé avec les équipes adverses qui, elles, progressent. Pour plus que ça arrive, j'ai réfléchi à un modèle de situation qui permette de créer quasiment systématiquement des situations mieux que bien. Des situations qui multiplient la vitesse d'apprentissage de nos joueurs et joueuses et, osons les mots, une situation qui les transforme. C'est le modèle que j'utilise tous les jours et que j'améliore depuis près de 5 ans. T'embête pas à prendre des notes, je te propose une mind map avec tout ce que je vais te présenter que tu retrouveras en description. Allez, c'est parti. Au début à l'entraînement, ce qu'on espère, c'est que nos joueurs prennent du plaisir et courent. Puis arrive le premier match et on se rend vite compte que la victoire est une vraie source de plaisir. Du coup, on a envie de multiplier la vitesse d'apprentissage de notre équipe pour la faire gagner le plus souvent possible. Ou alors le premier match est une défaite, et là il y a deux cas possibles. Soit l'équipe le digère facilement, ou soit c'est un vrai drame. Dans les deux cas, la défaite va être source d'apprentissage et va nous permettre de faire progresser l'équipe, à condition de bien s'y prendre. Et là, tu te dis, ouais, tu parles de multiplier la vitesse d'apprentissage de nos joueurs, mais déjà, comment on peut les faire apprendre quasiment systématiquement ? Pour apprendre, il faut vivre une expérience qui va se répéter, elle va laisser des traces. Pour nous, c'est la situation d'apprentissage qui va permettre cette expérience et cette répétition. Elle va laisser des traces au niveau mental, au niveau des émotions et au niveau des gestes qui vont s'ancrer. Deux points extrêmement importants à ce niveau. Plus les joueurs vont répéter et plus l'apprentissage va s'ancrer. Plus ta situation fait naître des émotions positives et plus l'apprentissage va s'ancrer. Premier problème, comment faire naître des émotions positives ? Parce que oui, on n'est pas dans le cerveau de nos joueurs à envoyer des billes avec du bonheur et de la joie. Par contre, nous, on peut utiliser la difficulté de la situation. Elles vont devoir être difficiles pour que quand nos joueurs et joueuses réussissent, ils vivent des émotions positives, de la satisfaction. Par contre, il ne faudra pas qu'elles soient trop difficiles pour qu'elles restent faisables. Tout notre job d'entraîneur est là, trouver le bon niveau de difficulté. On en arrive au deuxième problème et au cœur de ce que je vais te présenter maintenant, la situation problème et comment la construire. On va voir ensemble comment construire une situation problème de A à Z. En commençant par la fiche de situation que je vais utiliser, que tu pourras aussi retrouver dans le lien dans la description avec la mind map, jusqu'à la remplir avec tous les détails nécessaires. On va voir ce qu'est un constat, une mise en place, comment gérer les effectifs, comment construire des attendus, les hiérarchiser, tout ce qui va être utile pour faire apprendre tes joueurs et joueuses. Juste, si tu me connais pas, je m'appelle Nico, ça fait 20 ans que j'entraîne en professionnel. Je suis comme toi, je suis un entraîneur qui cherche à développer ses connaissances pour permettre à ses joueurs d'apprendre. Maintenant, on va voir ce qu'est une situation problème. Une situation problème, elle a deux origines. La première origine, c'est le match, avec un problème que tes joueurs et joueuses vont vivre. Quand est-ce qu'on a un problème ? Quand on répète plusieurs fois la même consigne. Par exemple, replacez-vous entre le joueur et le but. Ou alors, on est en échec sur une situation particulière. Un adversaire avec ballon gagne systématiquement vers le centre sur notre défense 3-3 homme à homme. Mais c'est aussi possible que ton équipe n'ait aucun problème pendant le match. Dans ce cas-là, il va falloir te baser sur tes connaissances et ta culture d'entraîneur et aussi sur le projet de jeu que tu souhaites mettre en place. Mais nous, aujourd'hui, on va plutôt aller vers la première origine parce qu'elle démarre du constat. Si tu n'as pas de problème en match, tu pourras démarrer directement de tes objectifs. Donc pour commencer, voilà la fiche de situation. Elle est peut-être un peu différente de celle que tu utilises ou de celle que tu trouves sur les situations sur Internet. Je vais pas te mentir, la remplir c'est du boulot, mais au fur et à mesure, tu vas la remplir de plus en plus vite parce que déjà tu vas remarquer que les attendus, c'est souvent les mêmes. Du coup, au fur et à mesure, tu iras de plus en plus vite. Par contre,
Si tu la remplis complètement, tu vas vite te rendre compte que ta préparation, c'est la meilleure possible. L'autre avantage qu'elle va avoir, c'est que si tu es rigoureux et que si tu cherches à la remplir correctement, tu vas développer tes connaissances et tes compétences d'entraîneur. En gros, tu vas te former tout seul. Alors commençons. Le constat, c'est le truc que personne n'écrit. Pourtant, c'est le point de départ de notre situation, mais aussi le point de départ d'une bonne prise de parole devant le groupe. Comment ? Il donne une idée précise de ce que la situation va devoir apporter au groupe pour qu'il progresse. Moi, je le dis tout le temps sur le terrain avant de commencer la situation. Ça donne une forme de crédibilité devant le groupe, ça leur montre aussi que j'ai fait une évaluation, mais que j'en reste pas là et que je vais faire une situation pour les aider à progresser à présent. Par expérience, ça motive énormément les joueurs et joueuses. Pour l'exemple, on va prendre un problème de répartition qui arrive après un tir en moins de 11. Pour écrire notre constat, on a besoin de 3 éléments. 1. Les points positifs, ce qui est déjà acquis avec le problème. Donc, pour notre exemple, ça peut être « Nous réussissons à devenir rapidement défenseurs après un tir » ou, en lien avec l'attaque, « Nous réussissons à tirer très souvent dans le but adverse ». 2. Les points à améliorer. Là, c'est le problème écrit avec une forme positive, parce que ne pas faire ne dit pas ce qu'il faudrait faire. Si on dit à nos joueurs et joueuses « Ne te mets pas là pour défendre », ça ne lui dit pas là où il devrait se placer pour défendre. C'est un détail, mais c'est hyper important pour l'apprentissage. En plus, il sait déjà que ça marche pas quand tu fais un bilan négatif, parce que lui, il le vit en live et il voit bien que ça marche pas. Si on reprend notre exemple de la répartition, les points améliorés seront prendre un joueur chacun, avec en bonus, en se plaçant entre lui et le but défendu. Ces 2 éléments sont alliés avec un « et ». Le premier réflexe, ce serait d'utiliser un « mais », mais c'est catastrophique pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une forme qui va attaquer l'estime des joueurs. En gros, on dit un truc positif, mais après on dit un truc négatif. En fait, le truc positif, il est annulé. C'est comme nous, si on nous disait « t'es gentil, mais t'es un peu bête ». Tout ce qu'on va retenir, c'est le « t'es un peu bête ». Ensuite, souvent, ce qui se produit derrière le « mais », c'est le bilan de l'action passée. Or, nous, on veut améliorer le présent. Si tu veux, ce qu'on met après le « et », c'est une projection de là où on veut amener le joueur, son apprentissage en gros. Dernier point, le contexte. À quel moment et que se passe-t-il sur le terrain quand le problème intervient ? C'est hyper important parce que ça va nous donner les bases de la mise en place de la situation. Pour notre exemple, ça va être après un tir. Mais ça pourrait être après une sortie des limites du terrain du ballon. Tu comprends bien que la situation va pas du tout être la même en termes de mise en place. Reprenons le constat. Nous réussissons à devenir rapidement défenseurs après un tir et nous allons prendre un joueur chacun en se plaçant entre lui et le but défendu. L'objectif de la situation le reprend en le clarifiant. Pour rédiger notre objectif, rien de plus simple. Il faut répondre à 5 questions. La première, l'action. On utilise souvent un verbe. Là, on va plutôt être sur améliorer vu qu'il y a déjà quelque chose d'existant. Deuxième question, qui ? Là, on va plutôt être sur l'équipe, donc sur la défense de manière générale. Troisième question, quoi ? Pour résumer notre amélioration, on va parler de répartition et de placement. Là, en gros, on utilise les termes spécifiques du handball que tu peux retrouver dans le glossaire de Daniel Costantini. Par contre, fais attention à rester compréhensible par tes joueurs. Quatrième, le contexte. Ça, on l'a déjà noté dans le constat, donc c'est après un tir. Le cinquième, pourquoi ? Ça, c'est un élément que j'ajoute et qui va toucher aux intentions. En défense, par exemple, il y en a 2 de manière générale. Soit on va chercher à protéger le but, soit on va chercher à récupérer le ballon. De là vont découler les savoir-faire à acquérir par les joueurs et joueuses, mais aussi les consignes de la situation ainsi que les points bonus, mais on y reviendra après. L'objectif de la situation sera donc améliorer la répartition et le placement défensif après un tir adverse pour protéger notre but. Là, tu te dis, mais à quoi ça sert de faire tout ça ? En fait, c'est simple, ça te donne 75% de la construction de ta situation, parce que si on récapitule, tu sais déjà que tu vas avoir besoin d'une situation où les attaquants passent rapidement d'attaquant à défenseur, et tu sais aussi que les attendus, ce que tu vas rechercher en termes de progrès, seront au niveau de la répartition et du placement. Et en bonus, tu sais aussi que ça va se passer au niveau d'un tir au but.
Ce que nous cherchons à voir, les attendus. Cette partie, elle n'est jamais mise à ce moment-là, et pourtant elle devrait, parce que c'est elle qui va dicter comment construire la situation. En gros, si tu veux que ta situation soit efficace, il faut que tu réfléchisses d'abord à ton constat, ensuite à ton objectif et ensuite à tes attendus. Et après, tu pourras commencer à réfléchir à ta situation. C'est la partie la plus importante et aussi la plus complexe. Elle va dépendre de tes connaissances et de ta culture du handball. Franchement, moi, au départ, je me suis inspiré de toutes les situations que j'ai pu trouver dans les livres. J'ai essayé de comprendre les attendus des situations par rapport à ce qui avait été construit. Et c'est comme ça que maintenant, je m'en sors plus facilement et plus rapidement. Ils vont te donner la base pour aller parler à tes joueurs ou leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent l'erreur, qu'ils la corrigent et qu'ils répètent le bon comportement. Pour moi, une situation où il n'y a pas d'attendu, c'est pas une situation où il y aura des apprentissages. Ou alors, il y aura des apprentissages, mais c'est des coups de chance, si tu veux. C'est pas quelque chose que toi, entraîneur, tu vas maîtriser. Pour les rédiger, il y a juste 2 règles à maîtriser. 1. Ils sont observables. C'est-à-dire que si 10 personnes rentrent dans la salle et lisent l'attendu, ils vont observer tous la même chose. Du coup, on va fuir tout ce qui est appréciation positive ou négative. Par exemple, si tu rentres dans une salle et que je te dis compte les lapins blancs, si je fais rentrer 10 personnes, sauf erreur de calcul, on aura tous le même résultat à la fin. On va compter des lapins blancs. Même expérience, on fait rentrer des personnes dans une salle, ils doivent compter le nombre de lapins qui ont le bon écart entre les 2 yeux. Là, on peut avoir tous des différences au sujet de ce qui va être le bon écart entre les yeux ou pas. Du coup, on n'aura jamais le même nombre, sauf coup de chance. Le deuxième aspect, c'est qu'ils sont quantifiables. On va pouvoir compter le nombre de fois où le joueur a réalisé l'attendu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va nous permettre d'évaluer les comportements et les progrès des joueurs. Sur une première séance, par exemple, le joueur va réussir l'attendu une fois. On reprend la situation et il le réussit 10 fois. On peut penser qu'il y a progrès. Et en plus, il a répété le bon attendu. C'est aussi intéressant pour le joueur qui va pouvoir s'auto-évaluer en fonction de ce qu'il produit et des attendus. Plus tu vas chercher à être précis dans tes attendus, à faire un peu des arbres, tu vois, où il va y avoir un attendu numéro 1 et savoir quel savoir-faire tu mets en dessous, plus tu vas développer tes compétences et tes connaissances d'entraîneur, et plus vite tu seras capable de faire progresser tes joueurs et joueuses. Si on reprend notre exemple de la situation, dont l'objectif était améliorer la répartition et le placement défensif après un tir adverse pour protéger notre but, nous donnerons les attendus suivants. 1. Dès que le tir est réalisé, voire avant si possible, se placer entre son adversaire et le but pour l'amener loin du ballon. 2. Gérer la distance de combat pour ne pas être battu dans le dos sur un duel sans ballon et pouvoir agir sur la ligne de passe. 3. Si mon adversaire réceptionne le ballon, se mettre à distance pour le faire dribbler devant moi et vers l'extérieur. On utilise tout le temps une hiérarchie parce que ça permet à l'entraîneur de situer les joueurs au niveau de leur apprentissage. Ça permet aussi de connaître l'étape suivante, l'endroit où on veut amener le joueur. Certains vont être au niveau 1, d'autres vont être au niveau 3. En fait, ça permet de savoir exactement où ils en sont et là où on veut les amener. Moi, je te conseille d'avoir au maximum 3 attendus et de les développer au maximum. Si un joueur atteint le niveau 3 rapidement, je cherche à lui faire répéter cet attendu, comme ça il l'apprend. Le défaut de fonctionner avec beaucoup d'attendus, c'est qu'on veut aller très très vite d'un attendu à l'autre et qu'on ne prend pas le temps de faire répéter le joueur. Or, c'est comme ça qu'il apprend. Pour hiérarchiser les attendus, en fait c'est assez simple, on suit 2 logiques. La première, c'est du collectif à l'individuel. Dans mon exemple, je suis parti du placement et de l'organisation collective pour aller vers la défense de l'attaquant avec ballon parce qu'il est prioritaire sur ma défense, puis vers l'attaquant sans ballon. La deuxième logique, c'est d'aller du général au détail. Si on reprend le premier attendu, il reste très général. On aurait pu aussi préciser qu'il doit avoir les appuis vers le but, les bras plus ou moins hauts selon la position du ballon, etc. Si tu as vu la vidéo sur les types de situations, tu comprends rapidement comment utiliser ce que je suis en train de t'expliquer avec les différents types de situations qui sont présentées dans la vidéo qui va apparaître en lien. À assurer.
Cet élément n'a l'air de rien, mais il va te sauver un paquet de fois sur tes situations. On y note ce qui doit exister pour que le problème existe. En gros, l'élément qui doit se produire le plus souvent possible pour que la situation puisse faire apprendre les joueurs et joueuses. Dans notre cas, c'est un tir au but. Si jamais dans la situation que je vais construire, il y a un tir au but et un changement de statut d'attaquant à défenseur tous les 50 passages, autant te dire que ma situation elle est loupée. Ensuite, ce que les adversaires doivent faire pour proposer des problèmes aux joueurs ou à l'équipe qui bosse. Par exemple, si les défenseurs qui deviennent attaquants demandent le ballon immobile à la zone, ce sera beaucoup plus facile que si je les encourage à vite aller vers le but adverse en anticipant. À ce moment-là, tu as déjà des billes pour régler la difficulté de ta situation et des idées et des choses à observer. Parce que si tu te dis en séance, tiens, ça devient trop facile, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et que tu ne trouves pas sur le moment, en fait, tu vas te retrouver bloqué dans l'apprentissage. Ça te permet d'anticiper comment réguler la difficulté de ta situation. Par exemple, si je veux diminuer le temps de passage entre attaquant et défenseur de mon équipe qui bosse, je vais pouvoir rajouter un deuxième gardien qui sera exclusivement relanceur et qui devra faire la relance dès qu'il y a eu le tir. Alors oui, ça ressemble pas au handball, mais tu comprends bien que ça diminue le temps et que du coup, ça va forcer mon équipe qui passe de attaquant à défenseur à anticiper. Le placement du matériel doit être justifié par 3 éléments. Un besoin en sécurité. Donc utilisez plutôt les lignes présentes sur le terrain ou des marques souples à la place des plots qui peuvent être souvent dangereux. Un besoin en termes de jeu. Là, c'est plutôt des secteurs que tu vas devoir créer. Par exemple, un secteur central pour le jeu à 3 contre 3. Un objectif d'apprentissage pour créer des zones interdites ou des départs par exemple. Pour les joueurs et joueuses, on va y noter le nombre de joueurs et si on a des gardiens fixes ou pas. En gros, la base pour faire tourner la situation correctement. Mon astuce, c'est de noter le nombre de joueurs nécessaires au minimum pour faire tourner la situation correctement en bas du schéma. Tu comprendras mieux quand on viendra à la gestion de l'effectif. Reprenons notre exemple. On va faire 2 équipes de 5 avec un gardien fixe. Tout simplement parce qu'on va utiliser une règle permettant de sortir un gardien de but. Et aussi, je l'espère, parce qu'il n'y aura pas trop de tirs, donc je juge pas intéressant de mettre un gardien de but parce que nos joueurs vont bien défendre. L'équipe qui attaquera démarrera comme s'il y avait eu un jet franc. Cela devrait augmenter les chances de tir vu que les joueurs sont proches. On va placer 2 plots jaunes sur les côtés. On mettra un défenseur au milieu. Les autres devront mettre leurs mains dessus, 2 de chaque côté. L'idée, c'est que le défenseur au milieu gênera un peu les attaquants pour aller au tir. En plaçant les autres sur les côtés, ils ne seront pas sur l'axe, donc il sera plus facile de voir si les défenseurs sont placés ou pas. Pour que cela fonctionne, il nous faudra 11 joueurs. Gestion du nombre. 2 idées dans cet élément. La première, c'est d'adapter notre situation au nombre de joueurs présents. Par exemple, on sait qu'il nous en faut 11. Si on a 13 joueurs présents, on sait qu'on pourra mettre un remplaçant et un gardien de but remplaçant. Si on en a 20, on pourra faire 4 équipes de 5 et les équipes remplaçantes fourniront les gardiens de but. La deuxième, c'est de réfléchir en plus 2, moins 2. Par exemple, si on a un effectif de 20 et qu'on sait qu'il y a 2 absents, on va réfléchir en plus 2, moins 2 en cherchant les adaptations dans la situation et les effectifs et les équipes pour 16, 17 joueurs, du coup moins 2, et 19, 20 joueurs, du coup plus 2. Parce qu'on n'est pas à l'abri que les absents reviennent finalement, ou qu'il y en ait des absents en plus qui n'est pas prévenu. Cela aide à s'adapter plus facilement lors du début de la situation. Équipe. Ici on fait ces équipes selon les présents. Cela permet de gagner du temps, éviter les frustrations des joueurs choisis en dernier. Pour les plus précis d'entre nous, savoir qui s'est entraîné avec qui et avoir des bases d'explication sur des problèmes de relation. Par exemple, si un arrière-gauche et un demi-centre se sont entraînés ensemble toute la semaine, c'est normal qu'ils soient plus performants pendant le match. Inversement,
Deux joueurs qui se seront jamais entraînés ensemble seront sans doute moins performants. Bon, je vais rien te cacher, souvent je dois le refaire en live parce qu'il me manque des joueurs, mais ça me permet quand même d'aller assez vite. Consigne. Pour cette partie, je réponds juste à 4 questions. 1. Comment on gagne? Il existe différentes manières de gagner. Par exemple, un nombre de points dans un temps donné, un score dans un temps donné ou un score à atteindre. Nous, on va par exemple dire qu'il faut marquer le plus de points possible en 3 minutes. 2. Comment on marque? Du coup, si c'est les buts, c'est simple. Si nous choisissons des points, c'est ici qu'il faut le préciser. Les points, c'est utile pour amener de la motivation chez les joueurs, les orienter vers les comportements attendus, amener des situations chargées en émotions, du coup favoriser l'apprentissage. Nous, on va choisir 3 points pour la défense si le ballon est récupéré dans la première moitié du terrain, 1 point pour la défense s'il est récupéré dans la deuxième moitié, 1 point pour l'attaque, 6 buts. On veut que les défenseurs se répartissent rapidement, donc on utilise les points pour valoriser la récupération sur la première moitié du terrain. Ensuite, on donne des points à l'attaque pour la garder motivée. 3. Comment on joue? Là, ce sont les règles du jeu. L'idée, c'est que cela soit le plus court possible. Règle du hand. Le jeu commence par un jet franc avec 3 passes maximum. Dès que le tir est déclenché, les joueurs au plot peuvent attaquer pour aller tirer fort et à rebond dans le but à l'opposé. L'équipe qui a joué le jet franc après avoir tiré défend. On donne 3 passes maximum parce que c'est le tir qui nous intéresse. Ensuite, le timing de départ des attaquants, on pourra le changer pour réguler la difficulté. Le tir fort et à rebond évite de mettre un gardien et permet aussi de travailler le contre, ce qui n'est pas un réflexe chez les moins de 11 de manière générale. 4. Comment on change et on tourne? À chaque passage, on change de rôle. Faire travailler le gardien de but, voir si c'est possible de lui donner un défi. Par exemple, ici, ce serait intéressant qu'il arrive à contrôler le ballon pour relancer rapidement. On peut donc ajouter des marques au sol dans la zone, à 3 mètres du but. Il marque un point à chaque fois que le ballon ne sort pas de cette zone quand il a fait une parade. Une consigne de travail. Par exemple, chercher à faire un pastis systématiquement ou à opposer 2 parties du corps à la trajectoire du ballon quand la trajectoire est basse. Ensuite, l'encourager à développer son sens tactique. Par exemple, ici, on pourrait l'encourager à faire produire par le tireur des tirs plutôt à gauche par rapport à son placement. Faire une bonne situation, ça prend forcément du temps, plus que d'aller en piocher une sur Internet. Mais franchir ce cap progressivement, en utilisant cette méthode avec une seule situation par séance, te permettra de te familiariser avec la méthode et tu verras, il y aura une grosse différence d'apprentissage avec tes joueurs. Puis c'est ultra gratifiant quand ça fonctionne comme on voulait. Es-tu prêt à investir de ton temps pour devenir la meilleure version de l'entraîneur que tu pourrais être? Si oui, il ne te reste plus qu'à passer à l'action avec cette vidéo. Tu peux utiliser cette fiche de situation avec les différents types de situations que je t'ai présentées dans cette vidéo. Là, tu auras des séances au top. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et je te dis à très vite.